est issu de la vieille famille des princes Rákóczi de Transylvanie. Il va porter ce nom, en effet. Donc, examinons un peu ce qu'il en est de cette famille des Rákóczi. La famille des Rákóczi est connue pour sa part active à la vie nationale, politique de la Transylvanie. Sans remonter aux origines de cette famille, disons que François Rákóczi Ier va épouser en mars 1666 une certaine Hélène Zrigny, la fille du comte Pierre et de la comtesse Frangepan. Ce Pierre Zrigny, ayant conspiré contre l'Autriche, eh bien, va être exécuté en même temps que ce comte Frangepan. Donc, François Rákóczi Ier doit s'enfuir et il obtient sa grâce par l'intermédiaire de sa mère, Sophie Báthory, celle-ci ayant versé donc une énorme rançon. La femme de François Rákóczi Ier en est humiliée, mais elle reste néanmoins avec son mari. Ils vont avoir 3 enfants, le premier étant François-Léopold Rákóczi II, qui lui est né en 1676. Donc ce Rákóczi II va se marier avec une certaine Charlotte Amélie de Hesse-Rheinfels, famille d'origine franco-hongroise et très liée à la maison royale d'Angleterre. Donc de ce mariage entre Rákóczi II et Charlotte Amélie, eh bien, il va naître 4 enfants. Le premier se dénommant Léopold Georges, né très exactement le 28 mai 1696. C'est ce fils aîné de Rákóczi II, ce Léopold Georges, qui est considéré généralement par les historiens comme étant le comte de Saint-Germain. Alors, premier mystère, celui-ci serait mort à 4 ans, en 1700 donc, mais certains écrivains disent que l'on aurait fait courir ce bruit afin de soustraire l'enfant aux persécuteurs de son père, qui était l'adversaire à l'époque de l'empereur Charles VI, qu'il avait donc privé du trône de Transylvanie et proscrit du pays. Donc l'enfant, on pense que l'enfant aurait été confié aux Médicis et élevé en Italie. Était-il Saint-Germain, bien au contraire, le fils bâtard de la reine Marianne de Fels-Neubourg, la veuve du roi Charles II d'Espagne, celle d'ailleurs que Victor Hugo va choisir comme héroïne de son drame Ruy Blas. Ce qui pourrait expliquer ensuite son admission aussi facile à la cour de Versailles. C'est la thèse qui est soutenue par le plus érudit des biographes du comte de Saint-Germain, à savoir Paul Chacornac. Selon Chacornac, cette hypothèse paraît valide si nous tenons compte de certaines paroles prononcées par le comte lui-même sur les premières années de sa vie. Le point de départ de ce curieux problème nous est fourni par Madame de Genlis. À une demande directe posée par la mère de celle-ci au comte de Saint-Germain, celui-ci répondit, je cite, « Tout ce que je puis vous dire sur ma naissance, c'est qu'à 7 ans, j'irais au fond des forêts avec mon gouverneur et que ma tête était mise à prix. La veille de ma fuite, continua le comte, ma mère, que je ne devais plus revoir, attacha son portrait à mon bras. » Et là, il retrousse sa manche et il montre un portrait parfaitement peint en émail représentant une très belle femme. Alors, Madame de Genlis, dans ses mémoires, dit que Monsieur de Saint-Germain n'ajouta rien et changea de conversation. Cependant, elle-même annexe à ses mémoires ce qui suit. Elle dit « Lorsqu'il fut parti, j'eus un grand chagrin, celui d'entendre ma mère se moquer de sa proscription et de la reine, sa mère. Car, dit-elle, cette tête mise à prix dès l'âge de 7 ans, cette fuite dans les forêts avec un gouverneur, laissait bien à entendre qu'il était le fils d'un roi détrôné. » Fin de citation. Le père de Saint-Germain aurait été, en l'occurrence, un personnage éminent de la cour du roi Charles II d'Espagne, donc un grand d'Espagne, un dignitaire de la plus haute noblesse du pays, et que son immense fortune à l'époque avait fait dénommer l'amirante de Castille. Alors, une telle filiation n'a rien d'improbable, mais bien sûr, en cette matière, tout est conjecture. En tous les cas, ces deux personnages, la reine d'Espagne
et l'amirante de Castille ont bien gardé leur secret. Ils se sont aimés, cela seul est avéré sur le plan historique. Alors Eliphas Lévy, lui, au XIXe siècle, dans son célèbre ouvrage « L'histoire de la magie », considère, lui, le côté symbolique des origines de Saint-Germain. Cette mère, dit-il, dont il veut parler, c'est la science des adeptes. Son âge de 7 ans est celui des initiés qui sont promus au grade de maître. Et les forêts sont les empires dénués, suivant les vrais adeptes, et bien de la vraie civilisation et de la vraie lumière. Donc Saint-Germain aurait été, en l'occurrence, un pseudonyme qui signifie tout simplement une allusion, si vous voulez, à ces liens initiatiques, le Saint-Frère, du latin Sanctus Germanus. Madame du Hossé, dans ses mémoires, rapporte que le roi Louis XV, avec qui Saint-Germain s'est entretenu à plusieurs reprises chez Madame de Pompadour à Versailles, ne souffrait pas qu'on en parlât avec mépris ou raillerie. Et elle ajoute, le roi en parle toujours comme d'une naissance illustre. Si Louis XV a tenu ce propos, ce qui est hors de doute, c'est donc que le roi connaissait bien quelque part le mystère de la naissance du comte de Saint-Germain. Il s'agit donc, quoi qu'il en soit, d'un personnage bien réel, pas du tout d'un être de pure fiction. On possède par exemple de lui des descriptions bien précises, celle-ci toujours par Madame de Genlis dans ses mémoires, je la cite. Il était un peu en dessous de la taille moyenne, bien fait, marchant fort lestement, ses cheveux étaient noirs, son teint fort brun, sa physionomie très spirituelle, ses traits assez réguliers. Il existe d'ailleurs, du comte, un portrait parfaitement authentique, qui est toujours visible au château de Chambord, si vous allez en métropole, allez voir le château de Chambord, le portrait est au rez-de-chaussée, et ce portrait a été reproduit en 1782, et dessous il y a une légende, si vous voulez, qui fait de Saint-Germain un authentique adepte, c'est-à-dire donc un alchimiste ayant réalisé le grand œuvre. Et cette petite légende sous le portrait dit ceci: ainsi que Prométhée, il déroba le feu par qui le monde existe et par qui tout respire. La nature à sa voix obéit et se meut. S'il n'est pas un Dieu lui-même, un Dieu puissant l'inspire. Ah, j'ai un petit portrait. Je vais passer l'autre, là, c'est clic droit, non? La roulette, oui, je touche la roulette. Hop là. Voilà. Alors ça, c'est le portrait authentique du comte de Saint-Germain. D'accord, que l'on peut voir donc toujours au château de Chambord. Vous allez savoir pourquoi on le voit au château de Chambord d'ici quelques minutes. Alors, l'état civil de Saint-Germain. Effectivement, assez compliqué l'état civil de Saint-Germain. Avant d'entreprendre donc sa véritable histoire, il me semble important d'élucider la question qui a trait aux différentes appellations sous lesquelles il a été connu au cours du XVIIIe siècle. Outre les noms de Monsieur de Surmont à Bruxelles, traduction en français en fait du nom de la ville du Bergen-sur-Mont. Celui de Weldon à Leipzig, Weldon, bienfaiteur si vous voulez, bienfaiteur de l'humanité, et de Ragogsy, dont il ne va faire usage que lorsqu'il sait que tous les possesseurs du nom ont disparu. On lui attribue également les noms et les titres suivants. Je cite donc: Marquis de Montferrat, vers 1750, en Italie. Marquis d'Aimar, ou Bedmar, ou Bellamar, toujours à Venise, en Italie. Le chevalier Schöning, à Pise et en Norvège. Le comte Soltykov, en Russie, apparenté à la famille impériale. Mais également les noms de comte Tsarogi ou Zaraski, qui sont des variantes du nom de Rakoczy. Et également, dans ses contacts avec Madame d'Adhémar, comme on va le voir tout à l'heure, Monsieur de Saint-Noël. Alors voyons maintenant Saint-Germain évoluer à la cour du roi Louis XV, donc à Versailles. La vie de Saint-Germain, en réalité, va se dérouler à la manière d'un fascinant film d'histoire et de mystère. Il va devenir le familier des réceptions privées
du roi Louis XV et de la marquise de Pompadour. Saint-Germain arrive très exactement à Paris en février 1758. Donc à cette époque, la fortune de Madame de Pompadour, qui est alors la favorite du roi Louis XV depuis plus de 13 ans, est à son apogée. Notons néanmoins, en marge de la grande histoire, l'influence considérable que cette femme supérieure a eue sur les affaires de l'État et de la France. Et donc cette influence de la Pompadour explique tout naturellement la présence à la direction des bâtiments du roi, c'est-à-dire à la surintendance des beaux-arts, du jeune frère de la favorite, à savoir le marquis de Marigny. Eh bien, c'est à ce titre que le marquis de Marigny va être sollicité par le comte de Saint-Germain. En effet, ce dernier, donc en avril 1758, envoie une lettre à monsieur de Marigny de façon à obtenir un bâtiment, dit-il, pour ses nombreuses recherches industrielles, recherches pouvant intéresser le roi de France. Le marquis de Marigny donc accepte la proposition que lui fait Saint-Germain. Il lui fait donc connaître qu'il peut mettre à sa disposition une partie du château de Chambord, qui est alors inoccupé depuis la mort du neveu du maréchal de Saxe. Donc très exactement le 8 mai 1758, monsieur Collet, qui est architecte et contrôleur des bâtiments du roi, fait savoir donc au marquis de Marigny, et je cite une partie de la lettre, que le comte de Saint-Germain est arrivé ici pour son second voyage qu'il fait à Chambord. J'ai fait préparer 2 logements pour partie de son monde, ainsi que 3 pièces de cuisine et office au rez-de-chaussée pour ses opérations. Je n'ai rien eu à changer pour cela dans cette partie du château, sauf quelques réparations urgentes. Cette missive fournit la preuve que ce n'est pas Louis XV qui va donner, comme on le croit souvent, prêter, disons, le château de Chambord au comte de Saint-Germain, mais bien le marquis de Marigny. Alors, le comte de Saint-Germain, s'il a en partie obtenu satisfaction, désire être reçu par le marquis de Marigny. Aussi, il lui écrit à nouveau, fin mai 1758, une lettre dans laquelle il se plaint, dit-il, qu'on lui refuse la porte, et il demande au marquis une audience au nom de la justice et de l'humanité. Alors, le marquis se décide à recevoir Saint-Germain. Et donc, il va ensuite le présenter à qui? Eh bien, à sa sœur, la marquise de Pompadour. Le comte dut certainement lui plaire, car elle va ensuite le présenter au roi, avec sa grâce accoutumée. Et là, il est absolument hors de doute que Louis XV va questionner le comte de Saint-Germain sur ses origines. Et les réponses de celui-ci durent être très nettes et très précises, puisqu'on affirme, dit-on, que le roi ne souffrait pas qu'on en parlât avec mépris ou raillerie. On sait d'ailleurs, pour la petite histoire, que Louis XV, en fait de généalogie, possédait une mémoire absolument extraordinaire et ne parlait jamais au hasard. Alors, comme le roi Louis XV, qui a souvent été décrié, c'est vrai, à juste titre, mais comme ce roi possédait, c'était quelqu'un qui avait un esprit scientifique très poussé, qui aurait pu faire un grand physicien d'ailleurs. Donc comme le roi avait beaucoup de connaissances dans les sciences dites positives à l'époque, la physique, l'astronomie, la chimie, l'anatomie, etc., et que le comte en particulier pratiquait la chimie avec beaucoup de bonheur, eh bien on prétend que le roi avait monté au hameau de Trianon, à Versailles, eh bien, un laboratoire où le roi, disait-on, se distrayait à des expériences. Et on pense savoir que les couleurs, à ce moment-là, faisaient partie des nombreuses recherches de Saint-Germain. Les couleurs, l'obtention de certaines couleurs en chimie. Et question qui se pose, est-ce que Madame de Pompadour a été admise dans les recherches, ou du moins dans le laboratoire, et obtient-elle du comte qu'il lui transmette certains secrets concernant l'obtention de ces couleurs? Eh bien, les démonstrations de laboratoire de Saint-Germain devaient l'intéresser particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est justement le moment où la Pompadour, eh bien, donne tous ses soins, développe sa fameuse fabrique de sèvres qu'elle vient de créer. Il est assez d'ailleurs curieux de constater que la découverte du fameux rose délicat
qui a été baptisée du nom de la favorite Pompadour, coïncide très exactement avec les expériences de Saint-Germain au Trianon à Versailles. Donc le comte de Saint-Germain avait ses entrées familières à Versailles chez la marquise de Pompadour. Et auprès d'elle se tenait sa femme de chambre, Madame du Hossé des Domaines, qui nous a laissé sur la Pompadour des mémoires dont l'authenticité ne fait absolument aucun doute. Et dit que la marquise de Pompadour aimait particulièrement la façon avec laquelle le comte de Saint-Germain racontait l'histoire. Et elle l'interrogeait comme ça, souvent malicieusement. « J'ai beaucoup de mémoire, disait Saint-Germain, et j'ai beaucoup lu l'histoire de France. Quelquefois, je m'amuse non pas à faire croire, mais à laisser croire que j'ai vécu dans les temps les plus anciens. » Le célèbre écrivain Grimm écrit d'ailleurs à ce propos dans sa correspondance, je cite Grimm, « Le comte de Saint-Germain a paru à tous ceux qui l'ont connu un homme de beaucoup d'esprit. Il avait cette éloquence naturelle qui est la plus propre à séduire. Il savait beaucoup de chimie, beaucoup d'histoire, comme peu de personnes l'ont apprise. Il avait le talent de rapporter dans la conversation les événements les plus importants de l'histoire ancienne et de les raconter comme on raconte l'anecdote du jour, avec les mêmes détails, avec le même degré d'intérêt et de vivacité. » En effet, on dit que le comte de Saint-Germain savait doser le merveilleux de ses récits, bien sûr, suivant la réceptivité de son auditoire. On assure que le comte de Saint-Germain passa plusieurs soirées pratiquement en tête-à-tête avec le roi de France. C'est ainsi que Madame du Hossé rapporte, donc, toujours dans ses mémoires, une de leurs conversations. Monsieur de Saint-Germain dit un jour au roi, « Pour écouter les hommes, pour estimer les hommes, il ne faut être ni confesseur, ni ministre, ni lieutenant de police. » Le roi lui répond, « Et roi ?» ?»« Ah, dit-il, sire, vous avez vu le brouillard qu'il y avait il y a quelques jours à Versailles. On ne voyait pas à 4 pas. Les rois, je parle en général, sont environnés de brouillards encore plus épais, qui font naître autour d'eux les intrigants, les ministres infidèles, et tous s'accordent dans toutes les classes pour lui faire voir les objets sous un aspect tout à fait différent du véritable. Ça n'a pas trop changé de nos jours. Un soir de mai 1758, alors que Monsieur de Saint-Germain était venu dîner chez Madame d'Urfé, le trop célèbre Casanova s'y trouvait. Alors, malgré sa superbe, Casanova avoue qu'il a été très étonné par le comte de Saint-Germain. Donc, dans ses mémoires, il raconte, Casanova, il dit, celui-ci, ne mangeant pas, ne fait que parler du commencement à la fin du repas. Casanova continue, il dit, il est vrai qu'il était difficile, dit toujours Casanova, de parler mieux que lui. Il avait un ton décisif, mais d'une nature si étudiée qu'il ne déplaisait pas, et pour cette raison, je l'écoutais avec la plus grande attention. En effet, dit-il, on était absolument fasciné par la conversation du comte. Sur quelque sujet, sur quelque époque qu'on l'interrogeât, on était surpris de lui voir connaître, ou de lui voir inventer, une foule de choses vraisemblables, intéressantes, et propres à jeter un jour nouveau sur les faits les plus mystérieux. C'était un émerveillement, même chez les plus sceptiques, que de voir et d'entendre le conte, tandis que les autres silencieux faisaient honneur au repas. Alors, ce personnage du comte de Saint-Germain avait d'ailleurs tellement surpris Casanova, puis il en fallait, je peux vous dire, pour surprendre Casanova, que il nous en a aussi gardé le portrait suivant. Toujours Casanova, il dit, il était savant, parlait parfaitement la plupart des langues, grand musicien, grand chimiste, il était doté d'une figure très agréable. Alors justement, en ce qui concerne les talents de Saint-Germain, M. de Bleichen dit que le comte possède plusieurs secrets chimiques, surtout pour créer des couleurs et des teintures d'une rare beauté. Peut-être même est-ce lui, dit-il, qui a composé toutes ces magnifiques pierres que j'ai admirées
et dont la finesse ne peut être démentie que par la lime. Mademoiselle du Crest, la future Madame de Genlis, tient à signaler qu'il était d'excellent musicien. Il accompagnait par exemple de tête sur le clavecin tout ce qu'on chantait avec une rare perfection. Il maîtrise également parfaitement le violon. Et par exemple, le grand musicien Rameau, lui-même, homme dont la musique est considérée comme très complexe à l'époque, voire comme très savante, va se montrer tout surpris des hardiesses, des improvisations de Saint-Germain au violon et de ses préludes. Son habileté n'en était pas moins réelle en peinture. Mademoiselle du Crest ajoute, je la cite, il peignait à l'huile, non pas de la première force, comme on l'a dit, mais agréablement. Il avait trouvé un secret de couleur absolument merveilleux, ce qui rendait d'ailleurs ses tableaux très extraordinaires. Sa peinture, dit-elle, était dans le genre des sujets historiques. Et des peintres comme Latour, comme Vanloo, et d'autres peintres ont été voir ces tableaux. Et ils admiraient extrêmement l'artifice surprenant de ces couleurs éblouissantes, couleurs dont Monsieur de Saint-Germain n'a jamais voulu donner le secret. Eh bien, c'est durant le temps qu'il va connaître Monsieur de Gleichen et la future Madame de Genlis que le comte de Saint-Germain va être admis à ce qu'on appelait à l'époque les petits soupers du roi, donc au Petit Trianon, à Versailles. Alors là, dans ces petits soupers du roi, si vous voulez, le Louis XV réunissait une société d'amis, de gens aimables et qui pouvaient donc animer une soirée. Alors là, dans ces soupers, si vous voulez, dans ces petits soupers, comme on les appelait, là, toute étiquette était bannie. Pourquoi ? Pour que chacun puisse parler librement. Et donc, les mots spirituels, les saillies brillantes, les petites histoires de la cour de Versailles, de la ville, étaient le passe-temps de ces soupers où, cependant, quelquefois, furent prises des décisions très importantes concernant l'avenir de la France. En ce lieu, comme ailleurs, bien le comte de Saint-Germain étonnait son auditoire par l'originalité de ses idées, et il était toujours prêt à improviser un apologue piquant. Saint-Germain parlait de très nombreuses langues avec aisance. Le français, l'allemand, l'italien, l'anglais, le russe, le portugais, l'espagnol, le grec, le latin, le sanskrit et l'arabe. Cet étonnant record linguistique, si rare au XVIIIe siècle, et encore de nos jours si vous voulez, n'a jamais été convenablement expliqué. Madame du Hossé, la dame d'Atour de la marquise de Pompadour, décrit ainsi ses performances, je cite. Une connaissance approfondie de toutes les langues, anciennes et modernes. Une prodigieuse érudition dont on pouvait avoir un petit aperçu dans les caprices de sa conversation. Il avait parcouru le monde entier et le roi prêtait une oreille très attentive à la narration de ses voyages en Asie, en Afrique, de même que ses récits sur les cours de Russie, de Turquie et d'Autriche. Il paraissait connaître intimement les secrets de chaque cour, mieux même que le chargé d'affaires du roi. Alors, c'est cette compétence en diplomatie et ces tentatives pacifistes qui vont éveiller la suspicion des chefs des polices secrètes en France, en Angleterre et dans d'autres pays. À Paris, par exemple, Choiseul va le soupçonner d'espionnage en faveur de la Prusse, qui est alors en guerre contre la France. En Angleterre, le ministre Pitt pense qu'il était la solde de la Russie. Cependant, toutes ces accusations paraissent sans fondement et ne provenir que de la jalousie de ministres d'État qui étaient offusqués, donc des rapports étroits, amicaux que le comte entretenait avec Louis XV et d'autres monarques d'Europe. En France, le duc de Choiseul est alors le ministre des Affaires étrangères depuis le 3 décembre 1758. Pourquoi ? Parce qu'il avait très certainement su gagner les grâces de Madame de Pompadour. Et tout d'abord, disons que Choiseul ne s'étonna pas outre mesure des faits et gestes de Saint-Germain. Celui-ci vivait en France comme il avait vécu auparavant en Angleterre, c'est-à-dire grandement, réglant toutes ses dépenses
sans qu'aucun envoi de fonds ne lui soit fait. Naturellement, la chose finit par surprendre et comme sa richesse ne lui provenait ni du jeu ni de l'escroquerie, eh bien, on commença à parler d'alchimie, de pierre philosophale. Cette soi-disant minière, d'où le comte de Saint-Germain extrayait ses fonds, peut s'expliquer par sa possession d'un grand nombre de pierres, de pierreries de toute beauté. Il lui était donc assez facile de s'en dessaisir auprès d'une personne vraiment qualifiée, d'en faire tirer le maximum sur un des marchés de Londres ou d'Amsterdam, puis ensuite d'en faire tenir les fonds chez son banquier à Paris. Alors la politique de Choiseul tenait en deux lignes, c'est-à-dire d'une part combattre l'Angleterre et la vaincre, garder l'indépendance de la Prusse et se garantir ainsi des visées ambitieuses des cours autrichiennes et russes. Bien au contraire, Monsieur de Belle-Île, maréchal, petit-fils du fameux Nicolas Fouquet, ami de Saint-Germain, intrigué pour se faire l'auteur d'une paix séparée avec l'Angleterre. Monsieur de Belle-Île, donc, ami de Saint-Germain, en accord avec le roi Louis XV et avec Madame de Pompadour, crut pouvoir réussir cette paix, souhaitée, dit-on, par tous, et dont lui-même, bien sûr, pourrait tirer un grand bénéfice sur le plan politique. Alors, sachant que Saint-Germain était très lié à Monsieur York, qui était le ministre d'Angleterre à La Haye, en Hollande, eh bien, il va le charger de faire une démarche auprès de cet ambassadeur en vue d'essayer, à l'insu de Monsieur de Choiseul, le ministre des Affaires étrangères, de reprendre les pourparlers de paix avec l'Angleterre. Le comte va accepter cette mission secrète, entre guillemets, en dehors de tout intérêt personnel, simplement pour rendre service à Monsieur de Belle-Île et surtout au roi de France et à Madame de Pompadour, pour qui il avait la plus grande estime. Donc, le 14 février 1760, exactement, Monsieur de Belle-Île fait remettre au comte de Saint-Germain un blanc-seing signé du roi Louis XV, et celui-ci donc part vers la Hollande. Saint-Germain, il rencontre là-bas, à La Haye, Monsieur York, son ami, et il lui fait part alors de sa véritable mission. C'est-à-dire qu'il commence à parler du mauvais état de la France sur le plan économique, politique, de son besoin de la paix, de son désir de la conclure, et surtout de son ambition particulière, personnelle, de contribuer à un événement si souhaitable pour l'avenir de l'Europe et de l'humanité en général. Mais Choiseul, ayant appris entre-temps la mission de Saint-Germain en Hollande, demande à rencontrer le roi Louis XV à Versailles et Monsieur de Belle-Île. Et il leur dit son étonnement de voir que quelqu'un ose négocier une paix avec l'Angleterre à l'insu du ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté. Il savait parfaitement, Choiseul, que le roi avait toujours établi le principe et soutenu que le ministre d'un département ne devait absolument pas se mêler des problèmes d'un autre ministre. Et il arrive là ce qu'il avait bien prévu. La petite histoire dit que le roi baissa les yeux comme un coupable, que le maréchal de Belle-Île n'osa pas dire mot, et donc Choiseul est approuvé, au point qu'une lettre de cachet est signée, que le roi va signer une lettre de cachet à l'encontre du comte de Saint-Germain. Et donc, fort de son droit, Choiseul va interdire à Saint-Germain de rentrer en France, ce qui est fait. Donc, il quitte la Hollande, il arrive en 1760 en Angleterre, hors d'atteinte de la police de Choiseul. Saint-Germain revient en Hollande en 1761 sous le nom de Monsieur de Velderen, avant de se rendre en Russie au printemps 1762. Alors là, on coupe court à toutes les histoires relatives à la participation de Saint-Germain aux faits qui vont marquer la fin tragique du tsar Pierre III à l'époque, que le comte à ce moment-là ne se trouvait plus à Saint-Pétersbourg et qu'il n'a eu d'ailleurs, lui, Saint-Germain, aucun rapport
ni de près, ni de loin, avec la fameuse Catherine II de Russie, ce qui ne sera pas le cas de son principal disciple, Cagliostro. C'est l'année 1763 qui marque pour Saint-Germain la cessation des poursuites intentées contre lui par le duc de Choiseul, ce dernier n'étant plus, disons, que le ministre de la guerre en France. Donc Saint-Germain peut reprendre sa liberté d'aller et venir en Europe, ce qu'il fait, mais en changeant de nom. Comme il a acheté en Hollande, près de Nimègue, le domaine de Hubergen, ben, il en francise le nom et il devient donc monsieur de Surmont, Hubergen-Surmont. Passant à Bruxelles, monsieur de Koblenz, qui était ministre des Pays-Bas à l'époque, donne ses premières impressions sur ce fameux monsieur de Surmont, alias Saint-Germain. J'ai trouvé en lui l'homme le plus étrange que j'ai connu dans ma vie. Il possède de grandes richesses et vit très simplement. Il est d'une probité étonnante, il possède une bonté digne d'admiration. Il a une connaissance approfondie de tous les arts. Il est poète, musicien, écrivain, médecin, physicien, chimiste, mécanicien, peintre. Bref, il a une culture générale comme je n'en ai jamais trouvé chez aucun autre homme. Alors Saint-Germain en vient à lui parler de certaines de ses découvertes. Et M. de Koblenz, lui ayant montré un peu d'incrédulité, il lui demande de faire devant lui et quelques amis, je cite, plusieurs expériences, dont l'une consiste à transformer un morceau de fer en un métal aussi beau que l'or, et les autres en divers procédés de teinture et de tannage du cuir. Alors, ces expériences vont avoir lieu à Tournai, donc en Belgique aujourd'hui, chez l'expert fabricant Ras, un homme de confiance de M. de Koblenz. Ce M. de Surmont, alias Saint-Germain, les renouvelle plusieurs jours après, en ce qui concerne en particulier les teintures, les expériences de teinture sur la soie, sur la laine, sur le bois et la préparation de couleurs dites inodores à l'époque. En fait, son objectif, un de ses objectifs, était de jeter les bases de la grande industrie moderne des matières colorantes. Puis, après avoir eu quelques démêlés avec M. de Koblenz, donc Saint-Germain va quitter Tournai pour l'Italie, bien que peu de documents existent sur le séjour qu'il va faire dans ce pays. Un de ses biographes occasionnels en Italie, un certain M. de Lamberg, dit ceci. L'Italie le trouva digne de tous ses virtuoses et le considéra comme l'un des plus fins connaisseurs de son art ancien et moderne. Un personnage très rare à voir, disait-il, c'est le marquis d'Aimar, ou Bedmar, plus connu sous le nom de Saint-Germain. Alors on a 3 dates de son passage en Italie, 1764, 1770, 1773, et 3 villes, Mantoue, Venise et Gênes. Et un ambassadeur de l'ordre de Malte à Dresde dit d'ailleurs avoir rencontré plusieurs fois Saint-Germain à cette époque en Italie. Mais un de ces mystères, disons, pendant 3 ans, en tous les cas entre 1773 et 1776, on ne sait absolument pas ce qu'il fait ni où il est. D'ailleurs, le comte avouait parfois dans la conversation, cela est ouvertement connu, que souvent je disparais pour des semaines, des mois, voire des années, sans que l'on connaisse ma résidence. Je vis retiré afin de dérouter les curieux qui ne cessent de me harceler de questions. Alors le comte de Saint-Germain va arriver en Saxe au mois d'octobre 1776. Durant près de 6 mois, le comte vit dans une sorte de semi-retraite, ne recevant que des amis. L'un d'eux est le fameux monsieur de Sacramosso, qui était l'ambassadeur de l'ordre de Malte à Dresde, qu'il avait connu en Italie. Un autre de ses amis est le comte Lendorf, chambellan de la cour à Dresde. Et ce chambellan va garder longtemps le souvenir de l'expression extraordinaire de vie spirituelle qui se remarquait sur le visage du comte de Saint-Germain lorsque celui-ci parlait. Et en mars 1777, quelques princes allemands commencent à s'intéresser au comte de Saint-Germain. C'est ainsi que l'archiduc d'Autriche, le haut personnage, Maximilien Joseph, écrit de Munich à sa sœur, Marie-Antoinette de Saxe, pour lui signaler, je cite la lettre, qu'à Leipzig, réside un homme âgé de 200 ans
et que s'il a cet âge sans que cela paraisse, cela doit être un véritable adepte. Et c'est dès lors à qui peut inviter le comte. D'abord le prince Frédéric Auguste de Brunswick, le neveu de Frédéric II de Prusse. Puis Frédéric II de Prusse lui-même va demander à son ambassadeur à Dresde, le comte d'Alvensleben, de s'informer sur Saint-Germain. Et le comte de Saint-Germain va remettre à M. d'Alvensleben, à l'intention de Frédéric II de Prusse, une liste de ses procédés secrets, en y joignant quelques échantillons. Cette liste est connue, et elle comprend 29 articles, tous relatifs au traitement des toiles, des tissus, des peaux, des liqueurs, des couleurs, des métaux, signés sous le nom de comte de Weldon. Puis Saint-Germain va résider plus d'1 an à Berlin, de août 1777 à octobre 1778. Alors, sur le plan historique, si vous voulez, on ne sait pas s'il rencontra vraiment le roi Frédéric II. Pourquoi ? Parce qu'aucun document historique ne l'atteste. Bon. En tous les cas, lorsqu'il arrive à Berlin, le comte, dit-on, est âgé, bien qu'on ignore son âge, mais on dit qu'il est encore très vigoureux. Par contre, une des visites que le comte de Saint-Germain va accueillir à Berlin est le fameux Dom Pernetti, un fervent adepte de l'alchimie à l'époque. C'est en octobre 1778 que le comte de Saint-Germain vient se fixer à Altona. Altona, c'est un bourg qui est situé tout près d'Hambourg, donc au nord de l'Allemagne. À l'époque, ça dépend du Danemark. Là, il y a 2 personnes qui deviennent ses intimes. La comtesse de Bendink et le ministre de France à Hambourg, le baron de la Rousse. Grâce à celui-ci, très lié au prince Charles de Hesse, une rencontre va avoir lieu entre Saint-Germain et Charles de Hesse. Et ces 2 hommes vont se lier aussitôt. Le comte de Saint-Germain arrive au château du prince Charles de Hesse en août 1779 et celui-ci devient son disciple, prenant, dit-on journellement, 3 heures de leçons avec lui. Saint-Germain le fait participer à des expériences alchimiques, ou chimiques, comme vous voulez. Par exemple, entre autres, la composition d'un métal par lesquels, dit-il, des métaux non nobles peuvent être rendus nobles et qui de ce fait va être appelé métal de Karl, du nom de Karl de Hesse, Charles de Hesse, ainsi que différents procédés pour transformer plutôt des topazes en diamants. Le prince de Hesse dit que Saint-Germain prétend avoir ses connaissances par ses propres applications et ses propres recherches. Et il dit qu'il connaît parfaitement les herbes et qu'il a inventé des médecines dont il se sert continuellement et qui servent à prolonger son existence. Et là, Saint-Germain l'aurait avoué avoir atteint l'âge de 88 ans, bien qu'il parut un peu plus jeune. Alors bien sûr, aux yeux du prince de Hesse, il était l'un des plus grands philosophes et spiritualistes qui ait existé. Mais alors que le comte de Saint-Germain profite de cette longue hospitalité fastueuse offerte par son ami le prince Charles de Hesse, va se produire pendant une absence du prince, très exactement le 27 février 1784, un événement très important, la mort officielle du comte de Saint-Germain. Donc 27 février 1784, mort officielle de Saint-Germain. En effet, quoi qu'en dise l'un ou l'autre de ses biographes, eh bien le comte va être bien inhumé chrétiennement et son décès dûment enregistré. On peut citer à ce sujet d'ailleurs le registre paroissial d'une petite église, Ekenförde, un petit village au nord de Hambourg, qui dépend du Danemark aujourd'hui, je cite, décédé le 27 février, donc 1784, enterré le 2 mars, celui qui se donnait le nom de comte de Saint-Germain et Weldon, et sur lequel on n'a pas d'autres renseignements, a été enterré dans cette église. Mais le comte était-il bien mort ? C'est la question que l'on peut se poser. En effet, chose étrange, on va revoir Saint-Germain tout juste avant le déchaînement de la Révolution française. La comtesse d'Adhémar, la dame d'honneur de la reine Marie-Antoinette, le reverra. La princesse de Lamballe, fidèle amie très proche de la reine Marie-Antoinette,
le reverra elle aussi juste avant sa fin tragique lors des événements de septembre 1792. Alors, question. Saint-Germain a-t-il eu une implication ou est-il à l'origine du déchaînement de la Révolution française? Alors, il est utile ici de mentionner avant tout son rôle de premier plan, mais fort discret évidemment, en coulisses, dans les sociétés initiatiques du XVIIIe siècle. Par exemple, Saint-Germain, Lafayette, Benjamin Franklin vont être membres de la loge des 9 Sœurs en France, loge à laquelle Voltaire va s'affilier peu de temps avant sa mort. Rousseau, le grand prophète de la démocratie moderne, eh bien, lui va s'associer à Saint-Germain dans la fameuse loge du contrat social à Paris. Au château de Chambord, Saint-Germain recevait des personnages extrêmement importants pour l'époque, très influents, comme le baron de Gleichen, comme le marquis d'Urfé, ou la princesse d'Anhalt-Zerbst, qui était la mère de Catherine II de Russie. Donc, par exemple, tout comme Louis-Claude de Saint-Martin, le fameux philosophe inconnu, eh bien, Saint-Germain se consacrait à implanter la vérité mystique, spirituelle dans le cœur et la pensée de ceux qui étaient ou qui allaient devenir bientôt des chefs et des dirigeants. Quelque frivole que paraissait souvent leur vie, Saint-Germain se rendait compte que beaucoup parmi eux étaient prêts à recevoir son instruction. Saint-Germain croyait fermement qu'il avait un grand travail à accomplir dans la société aristocratique d'Europe, en particulier donc la noblesse, l'aristocratie, où souvent l'éthique et la morale étaient reléguées à l'arrière-plan des préoccupations ou étouffées sous un manteau de culture et d'étiquette sociale. À cette époque, il faut savoir que la rigidité de la cour à Versailles et de l'étiquette enlevait absolument toute spontanéité, tout naturel, et il y avait en réalité une terrible pauvreté sociale et spirituelle de certains nobles et de certains aristocrates, et beaucoup en souffraient. D'ailleurs, un jour, à Versailles, à Louis XV, qui manifestait un soir une curiosité particulière pour son action, il dit cette phrase qui est devenue célèbre: « Sire, faites-vous Rose-Croix, et je vous expliquerai. » Souvenons-nous encore des paroles de Saint-Germain qui exprimaient sa désapprobation devant l'oppression des classes en Europe. « Vous n'avez que pauvreté et injustice sociale, disait-il. » Donc, en tant que Rose-Croix, Saint-Germain s'est efforcé d'amener plus d'unité entre les différents organismes rosicruciens d'Europe qui avaient pris naissance à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Il va s'efforcer également d'unifier les Rose-Croix avec ceux qu'on appelait les Illuminés, mais aussi les Kabbalistes. Personnellement, il était en rapport direct avec des branches de l'ordre de la Rose-Croix en Allemagne, en Autriche, notamment ceux qui étaient connus sous le nom de frères d'Asie ou frères initiés de la lumière. Et en particulier ceux qui avaient perduré depuis ce qu'on appelait la Rose-Croix d'Or d'ancien système qui avait vu le jour au début du XVIIIe. Donc, Saint-Germain était aussi en relation avec ceux à l'époque qu'on appelait les martinistes ou martinésistes, et plus spécifiquement le plus influent d'entre eux à l'époque, le fameux Jean-Baptiste Villermoz, le grand mystique lyonnais. Ainsi, si vous voulez, le plus illustre des Rose-Croix de son époque joua donc un rôle extrêmement important, central, majeur dans beaucoup de conférences, de congrès, de convents, de réunions mystiques de son époque. Et il était considéré comme leur chef commun, entouré d'un respect très particulier. Donc, ce grand philosophe, on peut dire éclairé, croyait, lui, aux réformes et à la conversion graduelle des systèmes existants plutôt qu'à une rébellion violente. Cependant, comme vous le savez, l'aristocratie, la noblesse française va rejeter ces avertissements et l'orage de la Révolution va les rejeter dans l'oubli. C'est la marquise de Pompadour, on l'a vu, une femme éclectique, raffinée, qui avait présenté Saint-Germain au roi de France. Et ce n'est pas sans raison qu'un avertissement touchant à l'avenir de la France était adressé à ce roi Louis XV, qui avait dit négligemment un jour, vous connaissez la formule, « Après moi le déluge ». Eh bien, c'est justement ce déluge
que Saint-Germain, que le maître Saint-Germain tentait de prévenir. D'autre part, d'après les mémoires sur Marie-Antoinette, le comte de Saint-Germain va faire une tentative directe pour mettre Louis XVI en garde à la veille de la Révolution française. Alors il ne va pas pouvoir obtenir une audience du roi, mais il parvient toutefois aux appartements de la reine à Versailles. Là, devant Madame d'Adhémar, la dame de compagnie de Marie-Antoinette, il va avertir Marie-Antoinette en prédisant la chute de la monarchie en France si la justice sociale n'est pas rétablie. Juste un petit aparté, il est important là de préciser que Louis XVI en fait était un roi libéral, mais la noblesse et la haute bourgeoisie exerçaient sur lui une telle pression que son manque de caractère ne lui permettait pas de les vaincre. Donc cet avertissement de Saint-Germain a été écrit et présenté à la reine, donc par le comte lui-même, et plus tard recopié par Madame d'Adhémar, et on l'a retrouvé dans ses mémoires. Je cite cet avertissement, et on est 10 ans avant la Révolution, on est en 1779, voici ce que dit Saint-Germain. « Les temps vont arriver où la France imprudente, parvenue au malheur qu'elle eût pu éviter, rappellera l'enfer tel que la peint le tente. Reine, ce jour est proche, il n'en faut pas douter. Oui, l'on verra tomber sceptre, encensoir, balance, les tours, les écussons et jusqu'au blanc drapeau. Ce sera désormais dol, meurtre, violence, que nous retrouverons au lieu du doux repos. De longs fleuves de sang couleront dans chaque ville. Je n'entends que sanglots, je ne vois que proscrits. Partout gronde en fureur la discorde civile, et partout la vertu fuit en poussant des cris. » Et devant Maurepas, qui était alors le ministre tout-puissant de Louis XVI, Saint-Germain va prononcer ces mots prophétiques, donc on est en 1779, 10 ans avant la prise de la Bastille. Le roi fit appel à vous, Maurepas, pour lui donner de bons conseils. Et en vous opposant à mon audience, eh bien vous pensez simplement à maintenir votre autorité. Mais vous détruisez la monarchie, car je n'ai qu'un temps limité à donner à la France, et quand ce temps sera passé, oui, l'on me reverra encore dans 3 générations. Je ne serai pas à blâmer quand l'anarchie, avec toutes ses horreurs, dévastera la France. Vous ne verrez pas ces calamités personnellement, Maurepas, mais le fait que vous leur ayez pavé le chemin suffira à noircir votre mémoire. Et effectivement, la prédiction de l'adepte va se vérifier, puisque Maurepas ne vécut pas assez pour voir la Révolution, puisqu'il va mourir en 1781. Madame d'Adhémar, donc la dame d'Atour de Marie-Antoinette, dit avoir revu Saint-Germain 6 fois. Je vous rappelle que le comte de Saint-Germain est mort le 27 février 1784. Donc, en 1821, le 12 mai 1821, le jour de sa mort, elle précise d'avoir revu, et c'est une note écrite au manuscrit original de ses mémoires. Donc, cette note est datée du 12 mai 1821, et elle dit avoir revu Saint-Germain, donc en 1789, juste avant la prise de la Bastille, le 16 octobre 1793, à la mort de la reine Marie-Antoinette, à l'approche du 18 Brumaire, donc le coup d'État de Bonaparte, le 9 novembre 1799, le matin de la mort du duc d'Enghien, donc le 15 mars 1804, et en janvier 1815, et le soir qui va précéder le meurtre du duc de Berry, donc le 13 février 1820. Il semble donc que Saint-Germain se soit efforcé d'obtenir que les mutations nécessaires de l'équilibre social, politique, se fassent d'une manière harmonieuse, sans catastrophe. Il y eut échec, comme l'attestent les mouvements révolutionnaires de 1789, puis plus radical de 1792. Alors, juste avant de terminer, quelques mots concernant Saint-Germain à la lumière de ce que l'on peut appeler les doctrines traditionnelles. L'ésotérisme, en fait, enseigne l'existence de grands adeptes ayant vaincu la mort et parcourant les siècles dans un glorieux état de maturité physique. Mais il est clair que ces êtres prestigieux, s'ils existent, ne sont pas dotés de ce privilège biologique surhumain pour profiter de jouissances terrestres beaucoup plus étendues. L'étude
donc de toutes ces traditions à travers le monde de surhumanité corporelle, semble montrer en ces grands adeptes, les Rose-Croix de la tradition, des êtres chargés d'une mission supérieure. Tel fut certainement le cas de Saint-Germain. Quant à savoir quels furent les vrais Rose-Croix, dire avec certitude si tel ou tel personnage historique est l'un d'eux, cela apparaît comme tout à fait impossible. Pourquoi? Par le fait même qu'il s'agit essentiellement d'un état spirituel, donc purement intérieur, et il est fort imprudent de vouloir juger d'après des signes extérieurs quelconques. S'il se trouve qu'un véritable Rose-Croix ait joué un rôle dans des événements extérieurs ou politiques, les historiens peuvent être fort loin de soupçonner sa qualité, tant les deux choses appartiennent à des domaines différents. Je veux dire par là qu'il est tout à fait vain d'essayer de chercher ou de trouver dans des documents historiques la preuve que Saint-Germain ait atteint un degré d'initiation plus ou moins avancé, ou même qu'il était l'envoyé d'un centre spirituel. Cet adepte immortel de l'alchimie occidentale, ce Rose-Croix de la tradition, c'est-à-dire donc cet être qui est libéré de toute entrave terrestre, qui a atteint cette ultime réalité spirituelle, correspond exactement au bodhisattva bouddhiste, c'est-à-dire à l'être qui est totalement éveillé spirituellement, l'être qui, parvenu au point où il en est, où il pourrait accéder à la délivrance finale, diffère en fait son entrée dans le nirvana pour revenir ici-bas par compassion et pour aider les créatures terrestres. D'ailleurs, un des plus grands disciples de Saint-Germain, qui s'appelle Aliette, qui est mort en 1791, vous connaissez peut-être le tarot d'Étela, c'est lui. Étela déclara un jour qu'il existait deux Saint-Germain. Le vrai, celui qu'il nommait son cher maître, le vrai kabbaliste vivant, représentant quelque part mystiquement cette âme de l'adepte qui s'incarne de corps en corps, et d'autre part le comte qui lui serait bel et bien mort, mais il parlait bien sûr du véhicule physique. Étela d'ailleurs, c'est assez particulier, il appelait aussi son maître agréé de la Rose-Croix. Et il donne une petite précision en le disant favorisé de bientôt 65 lustres, c'est-à-dire 325 ans. Or, 325 ans avant la date où écrit Étela, c'est-à-dire en 1784, mort de Saint-Germain, ça nous ramène en 1459, c'est-à-dire au fameux Christian Rosenkreuz, le fondateur légendaire des Rose-Croix. Autre chose curieuse, on prête au comte de Saint-Germain l'intention de disparaître d'Europe et de se rendre dans les Himalayas. De même qu'on l'a dit, de Nicolas Flamel, de tous les Rose-Croix qui se sont retirés dans l'Inde, de même que, par exemple, Heinrich Kunrad, dans Amphithéâtre de la sagesse de l'éternel Sapiens, dit que les fidèles interprètes de la sagesse éternelle sont relégués en exil au-delà des monts Caspiens. Donc en conclusion, on peut dire que cet être très singulier était déjà un citoyen du monde. En un moment, bien sûr, le terme n'existait pas encore au XVIIIe siècle, où à cette époque, les pays d'Europe se cantonnaient jalousement dans leurs frontières, poursuivaient leurs rêves de conquête, sans prévoir le moins du monde qu'un jour viendrait où il leur serait prouvé que les États ne peuvent plus s'en tenir à leur vieil égoïsme belliqueux, mais que la prospérité de chacun d'eux est faite non pas comme ils le croient de l'appauvrissement du voisin, mais au contraire de sa santé, de sa vigueur, de son activité. D'ailleurs, Saint-Germain parlait très peu de tout ce qui se rapportait aux sciences occultes ou sciences spirituelles. Et lorsqu'on lui demandait l'initiation, il prétendait ne rien savoir. Il choisissait lui-même ses disciples et il leur demandait tout d'abord une obéissance passive. Puis après, il leur parlait d'une royauté à laquelle ils pourraient être appelés, celle qu'il appelait celle de Melchisedec et de Salomon,
la royauté des initiés qui est aussi un sacerdoce, disait-il. Et c'est ainsi qu'il disait, et j'en ferai la conclusion de mon exposé, je cite Saint Germain, ce qu'il disait à ses initiés en tous les cas, « Soyez le flambeau du monde, si votre lumière n'est que celle d'une planète, vous ne serez rien devant Dieu, je vous réserve une splendeur dont celle du soleil n'est que l'ombre, alors vous dirigerez la marche des étoiles et vous gouvernerez ceux qui règnent sur les empires. » Donc voilà ce que je voulais vous proposer, disons, dans une première partie de soirée, la partie exposée sur Saint-Germain. Bien sûr, je n'ai pas pu tout développer, donc j'espère que vous aurez de nombreuses questions dans la deuxième partie, la partie débat. Merci de votre attention.